Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le dimensionnement des ouvrages de protection selon la norme ITC 2017. À travers ce webinaire, je vais vous présenter l'application que nous avons développée ici chez nous à Ingwer pour dimensionner des abris de protection selon la nouvelle norme et vérifier des abris selon la norme d'avant. Je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue M. Peter Walker qui répondra à vos questions si vous en avez. Pour poser des questions, il suffit d'agrandir l'icône de l'application GoToWebinar et sous questions, vous pouvez alors entrer votre question sous saisir une question pour le personnel. Mon collègue, M. Peter Walker, vous répondra alors par écrit. L'application ITC fonctionne en deux grandes lignes. La première chose, c'est le générateur ITC. C'est le générateur qui permet d'entrer facilement des abris de construction de géométrie assez simple et sans connaissance préalable d'AXIS-VM. Et une fois qu'on a du coup la géométrie de notre abri, on peut aussi avec l'application dimensionner chaque élément séparément de l'abri pour satisfaire les conditions requises par la norme pour le dimensionnement. Et l'application, le moteur de calcul de l'application ITC est AXIS-VM, mais cette application est tout à fait utilisable et accessible aux ingénieurs qui ne connaissent pas AXIS-VM. Elle est faite de telle manière que pour des abris simples, on n'est pas besoin de connaître AXIS-VM et qu'on peut tout faire à travers l'application. Si je lance maintenant mon application ITC, toujours quand je commence, il me demande si je veux travailler avec le générateur ITC ou si je veux charger un modèle existant. Il met un peu de temps pour charger. Voilà. Donc je vous ai dit, c'est Axis qui travaille en arrière-plan. C'est pour ça qu'Axis s'ouvre, mais c'est pas pour cela que je dois travailler dans Axis. Ici, je vais commencer par mon générateur. Et s'ouvre alors cette fenêtre avec tous les paramètres pour la géométrie que je dois entrer. Dans toute l'application, la philosophie, c'est toujours qu'on part de la gauche vers la droite et on remplit tous les registres de gauche à droite. Vous voyez ici, il y a déjà des valeurs qui sont attribuées par défaut avec une illustration, une représentation graphique en dessous pour un contrôle visuel de la géométrie. Maintenant, je vais entrer les propriétés de mon abri que je vais vous montrer. La largeur, c'est 9,7. La longueur, c'est 12,5. L'espace libre, c'est 2,7. Ici, j'entre les paramètres pour la dalle. Je prends une dalle de 0,4 et un béton de 30,37. Ici, si jamais j'ai un béton différent que les deux proposés par défaut, je peux aller sur Ajouter matériaux et s'ouvre alors la bibliothèque des matériaux d'AXIS-VM et je peux par exemple choisir d'ajouter un béton C40 et il serait ici disponible dans la liste pour la dalle mais aussi pour tous les autres éléments. Ici, j'ai les propriétés pour mon radier. Je vais choisir un radier d'épaisseur 0,3. Pareil, un béton C30. Et ici, je choisis la rigidité pour les appuis surfaciques selon la méthode du module de réaction. Et je choisis 5 x 10 exposant 5. Voilà. Et maintenant, les 4 murs, mur 1, mur 2, mur 3, mur 4, que vous pouvez aussi contrôler ici sur la représentation. Les 4 avec une épaisseur de 0,3 et un béton de C30. Voilà, ça c'est pour les murs extérieurs principaux. Maintenant, j'ai la possibilité aussi, en allant dans le prochain registre, de définir des angles entrants ou sortants, ce qui me permet de définir des géométries un peu plus complexes de mon abri. Vous voyez ici, en allant sur la souris, sur les différents
angles, le nom s'affiche sur la représentation. Ici, je vois en haut à droite de mon abri, c'est l'angle B. Ici, moi, je vais entrer un angle D. Vous voyez la possibilité, ça c'est un angle rentrant. Un angle sortant, ça serait comme ça. On voit pas très bien avec le coordonnées, justement, qu'on peut enlever. Ici à droite, par exemple, coordonnées des murs, on enlève et on peut ajuster et avoir une meilleure visibilité. Donc voilà, ici c'est pour mieux pouvoir lire, surtout si on a des grands abris avec beaucoup d'informations, ça devient vite difficile à lire et on peut ajuster avec ces paramètres ici la lisibilité de l'abri. Comme j'ai dit, moi je veux dimensionner, moi j'ai un abri avec un angle rentrant, donc je choisis un angle vers l'intérieur et je dois maintenant choisir mes murs MD1, MD2, comme ils sont définis ici, comme on les voit sur la représentation. Alors, un mur de largeur 0,3, enfin d'épaisseur 0,3 et de largeur 9,3. Et l'autre mur qui fait une longueur de 2,5. Vous voyez, la géométrie de mon abri se met à jour automatiquement. Ici, je laisse le matériau, le béton proposé par défaut. Et je passe au registre éléments additionnels. Alors maintenant, on a les deux registres. Avant, j'ai défini tous mes murs extérieurs, mes murs éléments extérieurs. Éléments additionnels, c'est tout ce qui est à l'intérieur du périmètre de ces murs extérieurs. Pour la différence dans les éléments extérieurs, les murs extérieurs, ce n'est pas possible d'introduire des murs en biais. On peut juste introduire des murs qui sont perpendiculaires à l'axe des coordonnées globales, donc perpendiculaires à X et à Y. Mais maintenant, dans éléments additionnels, je vais pouvoir entrer des murs en biais. J'ai aussi la possibilité plus tard dans Axis de faire quelques ajustements, par exemple si j'ai des murs en biais. Et ça, ces ajustements dans la géométrie, elles pourront se faire avant de charger le modèle pour le dimensionner l'abri. Donc ici, je vais rentrer un mur intermédiaire. Je dois rentrer les coordonnées. 5,1. Y 2,65, X 9,45, Y. Je suis trompée. 1,3, 1,55, avec une épaisseur de 0,2. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai mon premier mur intermédiaire qui s'affiche sur la représentation de mon abri. Maintenant, je vais encore rentrer un deuxième. Avec cette fois-ci une épaisseur de 0,3. Ajouté. Ici, ça va être le mur du sas que je vais entrer tout à l'heure. Donc, je rajoute un petit mur intermédiaire. Je vous ai dit, ici, on peut rajouter des murs en biais. Par exemple, ici, je peux entrer 6. Et le mur intermédiaire, ici, il va pouvoir être en biais. Vous avez vu, ici, je peux directement changer les valeurs dans les tableaux. Voilà. Après, j'ai la possibilité d'entrer des colonnes. Dans l'exemple que je vais vous montrer, je n'ai pas de colonne, mais je vais juste en rentrer une juste pour vous montrer. Par exemple, si je place une colonne aux coordonnées 7, 7, et que je choisis une section pour la colonne, soit je choisis la section avec des dimensions que moi direct je donne, ou bien je vais chercher depuis la bibliothèque des sections d'Axis. Voilà, 400, et j'ajoute, et il me rajoute ici une colonne P1, ici au milieu de l'abri. J'en ai pas besoin, c'était juste pour vous montrer.
Donc je l'efface. Voilà. Après, je vais dans les ouvertures. Ce qu'on comprend sous ouverture, ce sont les fenêtres et les portes. On n'a pas besoin de modéliser des petites ouvertures parce qu'elles auront une faible influence sur le calcul. Par contre, elles rallongeront le temps de calcul. Donc moi, ce que je vais définir ici, c'est les portes et les fenêtres. Pour cela, je dois choisir le type, dans quel mur je veux définir mon ouverture. Donc ici, c'est MD2. Et vous voyez directement ici dans la représentation, j'ai une petite flèche rouge qui m'indique qu'il s'agit bien de ce mur-là, qui m'indique aussi depuis quelle distance du bord ici se réfère au début de cette flèche. Je dois choisir entre la largeur et la hauteur de mon ouverture, la distance depuis le bas et la distance depuis le bord en partant de ce côté-là du mur. Ici, dans le cas du mur MD2, j'ai une porte et du coup, je vais mettre une distance depuis le bas de 0, même si en vrai, c'est pas 0. Mais pour des questions de maillage, je vous conseille vivement de toujours entrer 0 pour une porte afin de ne pas avoir un tout petit maillage au seuil de la porte. Et distance depuis le bord, je rentre 0,8. Voilà, on voit ici aussi de nouveau la petite ouverture. On voit qu'elle a été bien mise. Je peux de nouveau enlever les coordonnées pour une meilleure lisibilité. Maintenant, ma deuxième porte. Dans le mur intermédiaire 2. Je garde la même largeur et la même hauteur. Et je mets juste une distance depuis le bord qui est de 1,1. Je clique sur Ajouter. Ma troisième ouverture, cette fois-ci, ça va être une fenêtre dans le mur 3. Donc, c'est le mur tout en haut. 0,6, 0,8, distance depuis le bas 1,45 et 1,35. Ajouter. Et une dernière fenêtre dans mon mur 4. Et voilà, j'ai rentré toutes mes ouvertures. Après, j'ai encore la possibilité de définir des sommiers, par exemple, qui seraient de là à là. Ici, dans cet exemple, j'en ai pas, mais l'entrée, la saisie se fait exactement de la même manière que pour les autres éléments. Et de nouveau, la section du sommier peut être entrée soit direct, soit manuellement ici dans l'application, ou bien on peut importer un sommier depuis Axis. Après, je passe au registre charges. Et là, j'ai les charges qui sont séparées en deux catégories. La première, c'est les charges sur les éléments. Donc les charges, vous voyez dans ça, il y a le poids propre qui est défini automatiquement par défaut. J'ai les charges sur domaine et les charges sur radier. Les charges sur domaine, c'est les charges sur la dalle que je vais définir comme moins 3,5. Dans Axis VM, toutes les charges négatives agissent vers le bas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre un signe moins si je veux des charges qui agissent selon la gravité, comme c'est le cas dans la plupart des abris. Après, j'ai ma charge utile de moins 2. Encore la charge sur mon radier qui est de moins 1. Et ici, la charge utile qui est de moins 3. Et ici, depuis la version 3.6, je peux aussi appliquer directement la poussée d'éther sur les murs extérieurs. Donc, si je choisis ça, la fonction, je peux appliquer dans le générateur la poussée d'éther. Et je dois sélectionner les murs sur lesquels je veux appliquer cette poussée d'éther. Ici, ça va être sur les murs 3 et 4. Et soit ma poussée d'éther, elle est constante, soit elle est triangulaire, comme ça va être le cas ici.
Je change ici l'option et je définis la valeur du bas, en bas du triangle, qui vaut ici de 20,5. Et ici, je peux aussi, ça c'est la hauteur de mon mur, je peux aussi ajuster la hauteur sur laquelle s'applique cette terre si jamais mon abri il est que enfoui à moitié dans le sol. Mais moi, je vais laisser, on part du principe qu'il est complètement sous terre, donc il a la charge, la poussée des terres sur toute sa hauteur. On est bon là, j'ai entré la géométrie de mon abri. Et je dois encore, la seule chose que je dois encore définir, ce sont les charges provenant des étages supérieurs. Ce sont les charges qui proviennent de la descente de charges, de colonnes ou de murs qui sont au-dessus et qui doivent être transmis aux fondations par l'abri. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter une charge ponctuelle, linéaire ou surfacique. Dans le cas ici que je vais vous montrer, j'ai uniquement une charge linéaire. Et vous voyez rapidement que l'entrée, la saisie se fait de la même manière que les autres paramètres d'entrée que je dois donner au générateur. Ici, linéaire, je dois choisir une charge du début et une charge de début et de fin. Si jamais, par exemple, j'ai une charge triangulaire, je peux aussi donner ici une charge trapézoïdale. Ici, je vais avoir une charge linéaire constante et de moins 85. Et là, j'entre les coordonnées où cette charge s'applique. Voilà. Et j'ai ici en bleu, on voit la charge ici, la charge 1, qui s'applique sur le mur intermédiaire 1. Je peux de nouveau ici enlever la notation du mur pour mieux voir la charge. De la même manière, je peux changer ici dans le tableau a posteriori si je vois que je me suis trompée. Je peux ajuster les valeurs dans le tableau, ou je peux aussi effacer toute la charge si je me suis vraiment trompée et je dois refaire. De la même manière, je peux rajouter des charges linéaires en entrant les coordonnées et l'intensité de la charge. Et je peux aussi ajouter des charges surfaciques, ce qui n'est pas le cas ici, mais s'il faut, je peux. Et toutes ces charges seront reprises après dans les cas de charge pour l'application et pour le dimensionnement selon la norme ITC. J'ai fini maintenant tout ce que j'avais à faire dans le générateur. Vous voyez, quand on a l'habitude, on a très rapidement fait entrer la géométrie dans le générateur. Et maintenant, sur créer modèle, dans Axis, il me crée automatiquement le modèle. Donc l'idée de ça, c'était que pour les ingénieurs qui connaissent pas ou qui travaillent pas avec Axis, on peut entrer la géométrie sans passer par Axis. Et il me demande directement, ici maintenant, vous voyez, de sauvegarder mon modèle sous un dossier de mon choix. Moi, je vais mettre sur le bureau. Et je vais l'appeler ITC Webinaire. Voilà. J'ai alors cette fenêtre qui s'ouvre. Et ça, c'est ce que je vous disais avant. C'est entre guillemets, la deuxième partie de l'application. C'est le dimensionnement maintenant de l'abri. Première partie, c'était on entre la géométrie. Maintenant, c'est le dimensionnement à proprement parler. On va aller définir chacun des types d'éléments, des murs, des dalles et radiers, ce que c'est comme type. Et l'application va définir l'onde de choc qui doit s'appliquer dessus, selon la norme, et faire les combinaisons de charges, et après le calcul, et après, en fonction des paramètres d'armature que j'ai rentrés, il va me dire si c'est bon ou pas, etc., etc. Maintenant, je vais juste minimiser cette fenêtre pour encore vous montrer comment je peux ajuster quelques choses dans Axis, si jamais j'ai besoin. Donc ici, on est encore en mode géométrie, j'ai envie de dire. Si je veux rajouter des éléments en dernière minute, ou si je veux, par exemple, mettre des murs en biais, je peux faire ça directement dans Axis.
Ici, pardon. Ici, vous voyez que le générateur a automatiquement coupé le radier et la dalle en 2 domaines séparés. Par contre, pour les murs extérieurs, il a laissé comme un seul grand mur. Et du coup, pour mon dimensionnement, je vais couper ça pour avoir des meilleurs résultats. Donc, il s'agit de couper les 3 murs que je fais dans le registre éléments. Ici, subdiviser un domaine. Je sélectionne le domaine que je veux couper, valider, et la ligne qui va couper mon domaine. Et vous voyez ici, il a subdivisé en 2 domaines distincts. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose pour les 2 autres murs. Je sélectionne, je valide, je sélectionne la ligne qui doit couper le domaine. Et pour le dernier, ici, je coupe. Alors ici, c'est particulièrement important de couper le domaine parce que ici, il s'agit d'un mur de sas. Ici, vous voyez, on a l'entrée, c'est un sas et du coup, ces murs vont être dimensionnés d'une manière différente aux murs qui sont, par exemple, les murs extérieurs à l'intérieur du bâtiment ou les murs extérieurs tout court qui sont contre la terre. Dans charge, je peux déjà voir ce que le générateur m'a mis comme charge. Si je suis dans le cas de charge poussée des terres, il m'a appliqué la charge triangulaire que j'avais définie dans le générateur. Vous voyez ici aussi, j'ai la charge utile radiée que j'ai entrée dans le générateur, charge utile dalle, poids propre, etc. En fait, c'est tout. Il a pris les informations du générateur et il les a tout bien rangées dans les 4 charges qu'il va utiliser plus tard pour le dimensionnement. Bon, bah, on est bon là pour les modifications de la géométrie. Je repasse dans l'application ITC. Maintenant, on passe au dimensionnement à proprement parler. La première registre, ici juste en préalable, c'est exactement les mêmes philosophies que pour le générateur. On va de gauche à droite et on remplit tous les paramètres qu'on a à remplir. Le bouton ici, charger données depuis le modèle, c'est si j'ai déjà travaillé avec cet abri, j'ai déjà dimensionné cet abri au préalable. Je peux alors simplement recharger les données et il va tout me remplir automatiquement. Ici, ce n'est pas le cas parce que j'ai jamais travaillé avec ce modèle. D'ailleurs, si je clique là-dessus, il va me dire les données n'ont pas pu être chargées, tout simplement parce que j'en ai jamais donné. Donc ici, je dois définir la norme. Ici, je travaille avec la norme ITC 2017. J'ai aussi la possibilité de vérifier selon les dispositions transitoires 1994, au cas où je dois vérifier un abri existant. Je dois alors choisir ici, si mon abri est situé sous un bâtiment, je dois donner les nombres d'étages et les hauteurs et largeurs du bâtiment. Ici, on est à 4 étages au-dessus. Hauteur 12,8. Largeur 1,2. Ça nous permet de calculer, ça permet à l'application de calculer l'élancement du bâtiment au-dessus. Et selon la norme, si l'élancement est trop grand, l'inclinaison sera dit inadmissible et ça apparaîtra en rouge ici. Par contre, l'application vous laisse continuer votre dimensionnement même si selon la norme c'est pas autorisé. Et ici j'ai aussi le nombre d'étages. 4, ça c'est pour calculer la charge de décombre. Dans l'ancienne norme, c'était pas possible que le charge de décombre soit déterminant, mais selon la nouvelle norme, ça l'est. Du coup, en sachant le nombre d'étages, l'application elle va calculer la charge des décombres et inclure ça dans le dimensionnement. Le nombre de places, je laisse comme ça. Le classement terrain pour le sol de fondation, je choisis type 2. Et vous voyez directement en fonction de où je clique, il y a les options relatives aussi qui s'affichent directement. Voilà, on est tout bon pour ça. Je vais dans saisie. Donc maintenant, c'est ce que je vous disais, il va falloir que je lui dise quel type de radier, mur et dalle j'ai dans mon abri pour qu'il puisse appliquer l'onde de choc, pour qu'il puisse déterminer l'onde de choc qui s'agit là-dessus.
Mais ici, vous voyez, dans mes listes, j'ai encore rien parce que il ne sait pas qu'est-ce qui appartient à l'abri. Et c'est pour ça que je vais maintenant aller dans choisir éléments de l'abri. Avec ce bouton-là, je vais lui dire depuis mon modèle Axis qu'est-ce qui fait partie de mon abri. Je sélectionne tout parce que dans ce cas-là, j'ai que l'abri. Et ça met un petit moment parce qu'il va tout charger. Il va charger tous les domaines. Vous voyez directement dans Radier, il charge les domaines, dans Mur et dans Dalle. Ici, vu que je travaille, j'ai beaucoup de murs. Ça vaut le coup de travailler avec ce qu'on appelle des groupes pour pouvoir dimensionner plusieurs murs ou plusieurs dalles d'un coup et éviter de définir chaque domaine séparément. Et pour ça, je vais aller ici à gauche, selon élément, non, je vais aller selon groupe. Et j'ai alors ici une fenêtre qui s'ouvre et qui me demande de définir des groupes. Vous voyez ici, en cliquant sur les domaines, à chaque fois, dans Axis, il s'affiche en rose pour montrer qu'il est sélectionné et pour savoir de quel domaine on est en train de parler. Maintenant, je vais regrouper tous les domaines qui ont des propriétés identiques et que je vais dimensionner entre guillemets ensemble pour économiser du temps et avoir aussi une meilleure vue d'ensemble. Ici, j'ai les dalles à bruit avec le domaine 6 et le domaine 8. Après, le deuxième groupe, dalles de SAS avec le domaine 7. Vous voyez, il suffit de glisser le domaine en question dans le groupe. Après, j'ai le radier de l'abri. Avec 9 radier domaine 9 et domaine 11. Après, j'ai le radier du SAS. Avec le domaine 10. Après, j'ai les murs de SAS. Avec 1, 2, 16 et 5. Après, j'ai les murs extérieurs. Avec 3, les domaines 3, 13 et 12. Après, j'ai ce qu'on appelle les murs extérieurs à l'intérieur du bâtiment. Avec 14, 15, 17. Et finalement, j'ai encore le mur intermédiaire. Je vais juste vous montrer la restriction, la longueur du nom est restreinte. Donc si je mets un nom trop long, il me dit que le nombre de caractères pour le nom du groupe est limité à 15. Ça c'est pour des questions de lisibilité dans le rapport à la fin. Je mets ici une mur intermédiaire. Voilà, et ce sera le mur 4. Donc vous voyez ici, au lieu de dimensionner 17, au lieu de définir 17 domaines, je peux faire en 8, avec les groupes, vu que j'ai 8 groupes, je vais devoir que définir 8 types de groupes. Ce qui va accélérer mon dimensionnement. Je clique sur OK et directement il y a un nouvel onglet de groupe qui s'ouvre
Et là, je dois définir, alors je dois aller dans chaque groupe, définir quel type c'est. Premier, c'est la dalle d'abri. C'est une dalle située sous un bâtiment avec les masses de murs extérieurs plus grands que 300 et plusieurs dalles en béton au-dessus de l'abri. Ce sont exactement les schémas de la norme que vous pouvez aller revoir si vous ne savez pas quel type de dalle c'est. Ici, il me récapitule le matériau, la densité du matériau et l'épaisseur. Aussi, il donne l'action de l'angle de choc. Je dis OK. Dalle de ça, c'est exactement la même chose. C'est une dalle située sous le bâtiment. Plus grand que 300, plusieurs dalles. La seule raison pour laquelle j'ai séparé les deux groupes, c'est pour pouvoir poser des armatures différentes à la fin. Enfin, à la fin quand j'aurai fait mon dimensionnement, pour pas devoir poser toute la même armature dans les deux dalles. Voilà. Après, je vais dans mur SAS. Ici, je choisis l'option mur du SAS. Il n'y a pas de recommandation particulière. Il dit juste une épaisseur minimale. Et je choisis aussi le volume d'expansion. Qui est de 7, 2,5, 65. OK. Ici, vous voyez aussi, à chaque fois que je clique sur un groupe, dans Axis, à l'arrière-plan, on voit en fait tous les domaines, tous les murs qui sont sous mur extérieur pour avoir un contrôle visuel et pour se rappeler aussi de quel mur on parlait. Et éventuellement, si on s'est trompé, on peut encore, à ce stade-là, venir ajuster. Donc ici, les murs extérieurs. Je laisse les paramètres par défaut parce qu'on a dit que la terre, elle allait jusque tout en haut. Vous voyez ici l'action de l'onde de choc. Les murs extérieurs à l'intérieur du bâtiment, je mets dans la bonne catégorie et je laisse les paramètres par défaut. Et les murs intermédiaires, pareil, je choisis ici. Ici aussi, c'est des murs qui ne sont pas dimensionnés. Pas de vérification par le calcul est nécessaire. Il faut seulement une épaisseur minimale et une armature minimale aussi. OK. Vous voyez ici, ici j'ai rempli dans les groupes et automatiquement dans les autres registres, ça s'est rempli aussi directement parce qu'il sait quel mur appartient à quel groupe. Maintenant, si on voit ici que tout est en vert parce que l'épaisseur dans le modèle est supérieure ou égale à l'épaisseur nécessaire, c'est-à-dire qu'on a assez, on a bien prévu le coup. Si j'ai un peu sous-estimé mon épaisseur, il va mettre une croix rouge et j'aurai la possibilité ici d'adapter l'épaisseur à ce stade-là pour qu'il y ait la croix verte, enfin le vu en vert et qu'il me dise c'est tout bon, on peut y aller. Et maintenant, je vais appliquer les charges ici, dans le bouton à droite. Et il va me mettre mes charges dans Axis. Il me dit les charges ont bien été placées. Vous pouvez contrôler la direction. OK. Si maintenant je change de cas de charge, je vais voir les charges qui ont été appliquées. En particulier ici sur l'action sur les murs et en regardant de haut, avec la vue d'en haut, je vois qui m'a appliqué les charges, enfin les charges dues à l'onde de choc sur tous les murs. Et il faut aussi vérifier si la direction est la bonne, donc c'est bien de l'extérieur à l'intérieur. Ici, vous voyez dans le SAS, le mur 5, pour le mur 5, la charge est dans le mauvais sens. Ça arrive. Normalement, l'application, il met dans le bon sens, mais il faut contrôler parce que surtout quand il y a plusieurs murs là qui sont d'un coup, parfois il sait pas trop, donc il faut juste l'aider, lui montrer, ah bah oui, le 5, il faut inverser la direction. Je vais dans mur, domaine 5, et ici, inverser direction de la charge. Et vous voyez directement dans Axis qui se met dans la bonne direction. Voilà, donc tout va bien, on a mis les charges. Maintenant, on va sous combinaison de charges. Tout d'abord, il faut encore définir quel type de cas de charge c'est, si ce sont des actions permanentes ou variables, parce qu'ils vont être pris en compte différemment dans la combinaison de charges. Donc ici, j'ai la liste. Au milieu, j'ai la liste avec tous les cas de charge qui ont été créés, soit par le générateur,
soit par l'utilisateur. Si j'ai rajouté des cas de charge dans Axis, je peux tout à fait les inclure ici. Par exemple, si j'ai un réservoir d'eau, je peux tout à fait créer un nouveau cas de charge dans Axis VM avec mes charges et ils apparaîtront ici dans la liste. Ici, les charges provenant des étages supérieurs du générateur, ce sont des charges permanentes. J'ai le poids propre, la surcharge, qui sont aussi des charges permanentes. La charge utile, c'est une action variable. La surcharge, charge utile et la poussée d'éther. J'ai bien sûr aussi la possibilité de changer de catégorie si je vois que je me suis trompée. Par exemple, je peux mettre la poussée d'éther dans action variable ou retourner comme ça. C'est très flexible. Et ici encore le facteur pour les actions permanentes et les actions variables. Ici, ce sont les facteurs de la norme, mais si pour une raison ou pour une autre, je veux changer, c'est tout à fait possible de le faire. Je lance alors les combinaisons de charges qui vont être créées. Ça prend un peu de temps parce que l'application fait déjà les photos dont il aura besoin pour le rapport à la fin. Donc, ça prend quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt. Voilà, vous voyez, c'est déjà fini. Il m'a fait toutes les combinaisons de charges que je dois considérer selon la norme. Ici, il y a principalement une combinaison pour la flexion et une pour le cisaillement. La raison pour laquelle c'est divisé en 3, c'est parce que selon la norme, si la nappe phréatique est au-dessus d'une certaine hauteur, je pense au-dessus du radier, il faut considérer un facteur de charge supplémentaire pour la dalle, soit pour la vérification de la dalle ou du radier, mais dans la plupart des cas, si la nappe phréatique est en dessous, les 3 combinaisons sont identiques, comme c'est le cas ici. Donc voilà, si pour une raison ou pour une autre, je dois adapter mes facteurs, je peux le faire directement dans le tableau ici. Là, je vois qu'il est encore en train de calculer. Je vais lui laisser un moment. Ah bah c'est bon. Donc voilà, je peux facilement dans le tableau ici adapter mon facteur de charge si besoin. Et si jamais, je peux aussi dans Axis aller voir dans sous-charge et combinaison de charge. De combinaison de charge, je retrouve exactement les mêmes combinaisons. C'est ce que je vous disais avant. Le moteur de calcul, c'est toujours Axis, mais l'application est faite de telle sorte que si on n'est pas à l'aise ou si on travaille pas avec Axis, on peut quand même dimensionner un abri avec peu de connaissances d'Axis. Maintenant, je passe dans propriétés des matériaux. Ce sont les matériaux que j'ai définis auparavant. Ici, ce sont les valeurs standards. Au besoin, je peux aussi adapter la rigidité. Je vais le laisser ici. Pour aller dans maillage. Pardon. Pour maillage, pour générer le maillage, j'ai 3 options. Soit je choisis de laisser les paramètres automatiques. Dans ce cas-là, l'application va définir un maillage de 1 mètre sur tous les éléments. Sinon, je peux aussi choisir paramètres existants si j'ai déjà défini un maillage auparavant. Ici, j'active la vue de maillage. Il n'y a pas de maillage qui a été sélectionné. Il n'y a pas de maillage qui a été défini. Donc, ça ferait pas de sens de choisir cette option-là parce que le calcul pourrait pas être fait parce que il n'y a pas de maillage. Ou paramètres personnalisés. Ici, je peux changer au besoin selon ce qui me semble le plus approprié pour mon abri. Moi, je vais laisser paramètres automatiques. Et on passe maintenant dans dimensionnement. Là, on voit en arrière-plan qu'il a créé le maillage et aussi il a fait les calculs, il a fait le calcul. Maintenant, ce qu'il faut encore définir, ce sont les paramètres d'armature par défaut. Donc, ce sont les paramètres, ce qu'il faut bien comprendre, ce sont l'armature par défaut, l'armature standard, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer par la suite. On pourra très bien changer chaque groupe séparément, l'armature de chaque groupe séparément. Ici, il s'agit juste de lui donner un premier coup de pouce pour qu'il sache comment commencer. Et après, moi, je pourrais évidemment changer chaque domaine séparément. Ici, je vais juste changer ici le béton d'enrobage de 40. Et là, je vais mettre à 30.
Et c'est parti. Et là, il va mettre un peu de temps parce qu'il est en train de poser ce qu'on appelle des segments de section. Ce sont des coupes dans les domaines pour pouvoir lire et interpréter les résultats et les efforts dans chaque domaine par la suite. Alors, je vous parlais tout à l'heure des groupes que j'ai faits. Ces groupes, ils vont être réutilisés ici pour faciliter le dimensionnement, pour aller plus rapide. Donc, on retrouve ici les groupes que j'ai dimensionnés tout à l'heure, que j'ai définis tout à l'heure. Maintenant, je dois parcourir chaque groupe séparément et définir pour l'ensemble du groupe l'armature que je veux lui donner. Donc, à chaque fois, ça prend un peu de temps parce que il va lire les efforts internes qui ont été calculés pour chaque groupe. Ici, je suis dans la dalle pour abri et on voit dans le groupe dalle abri et on voit maintenant que on voit maintenant toutes les vérifications et tous les calculs qui ont été faits. D'abord pour l'armature dans le champ et l'armature de bord, les concepts qui ont été définis par la norme et qui sont aussi séparés comme par la norme. Dans l'armature dans le champ, pour la vérification à la flexion, je vois que pour la couche 1, 2, il y a pas l'armature n'est pas suffisante. Je vais donc augmenter cette armature jusqu'à ce que ça apparaisse en vert. Comme ça, je sais que la résistance à la flexion est assurée. Donc vous voyez, c'est de manière interactive. À chaque fois que j'augmente le diamètre, l'application il recalcule en arrière-plan qu'est-ce que c'est ma résistance pour pouvoir savoir à partir de quel diamètre je suis bon au niveau de la flexion. Couche 2, pareil. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a encore quelque chose qui cloche. Enfin, quand c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Ici en bas, vous voyez les vérifications qui ne sont pas satisfaites. Il y a la liste avec tout ça qu'on va voir parcourir en détail. Maintenant, je suis bon dans l'armature dans le champ. Pour l'armature de bord, là, je vois l'armature de bord. J'ai ici à chaque fois la liste de tous les éléments qui sont raccordés à la dalle. Donc ici, il s'agit des murs extérieurs, intérieurs, dalle abri, dalle sas. Et pour chaque catégorie, je vais devoir définir l'armature de façon à ce que la vérification à la flexion soit OK. Ici, pardon, je suis trompée, il s'agit d'augmenter le diamètre ou bien réduire l'espacement à choix. Pour les autres, le 18. Et maintenant, on voit ici dans la liste qu'il y a encore des vérifications à l'effort tranchant qui ne sont pas vérifiées. Je vais alors aller voir ici à l'effort tranchant. On voit que sans armature d'effort tranchant, c'est pas vérifié. Ma valeur de calcul est supérieure à la résistance à l'effort tranchant. Et ici, j'ai encore la possibilité de faire la vérification avec de l'armature d'effort tranchant. 6, ça suffit pas. Un diamètre de 6, ça suffit pas. J'augmente à 8 et c'est tout bon. Et ici en bas, on voit le diagramme un peu le diagramme de l'effort tranchant et on voit en fait pour quelle partie la vérification à l'effort tranchant n'est pas vérifiée. Donc ici, vous voyez la valeur de calcul, elle dépasse la résistance. Donc il faudra mettre l'armature de l'effort tranchant uniquement sur cette partie-là. Ça constitue un peu la nouveauté de l'approche statique de la norme ITC 2017. Avec l'approche cinématique, il fallait, dû à la redistribution plastique des efforts, il fallait poser de l'armature d'effort tranchant partout. Ici, maintenant, dans la méthode statique, la norme permet de poser de l'armature d'effort tranchant uniquement sur les parties où c'est pas vérifié.
Ici, pareil, j'ai une petite partie ici dans le coin. Et ici aussi, l'armature des forts tranchants, où il faut de l'armature des forts tranchants pour satisfaire les vérifications. Je suis en 8, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais vous montrer aussi comment retrouver en fait cet effort tranchant dans Axis, comment lire et comment savoir où et sur quel côté on est. Ici, on voit, donc on est dans le groupe dalle abri, on est dans la dalle 8. Et si j'ouvre Axis, la dalle 8, c'est ma dalle ici en haut. Et en gros, c'est cette dalle-là, la dalle en haut, qui va être ici, se coller avec la dalle 7. Je reprends ce que je dis. J'aimerais vous montrer comment l'effort tranchant dans la dalle 7 avec la liaison avec la dalle 8. Voilà. Cette rectification. Pour cela, je vais afficher du coup les segments de section qui sont dans la dalle 7. Et pour l'application, il pose pour chaque dalle, il pose un segment de section pour chaque côté où il touche. Et pour le mur, il pose un segment de section en haut et un segment de section en bas. Ici pour la dalle 7, ici quand je vais en bas à droite dans le segment de section, et 7, coupe 7, et que je mets maintenant dans la combinaison cisaillement, et ici je montre les efforts internes surfaciques, les efforts de cisaillement, et je vais encore afficher les résultats. On voit ici que dans le petit coin ici, où le SAS il rejoint l'abri, qu'il y a des valeurs pics, des valeurs qui sont élevées et qui sont pas entre guillemets réelles, mais qui sont dues au calcul linéaire élastique. Et dans ce cas-là, vu qu'on regarde comme ça les résultats dans Axis, ça fait pas de sens de dimensionner ce petit coin, de poser de l'armature d'effort tranchant, beaucoup d'armature d'effort tranchant, alors qu'on sait que c'est une valeur de pic, une valeur qui est trop haute, c'est une imprécision et c'est dû au calcul linéaire élastique. Dans ce cas-là, je suis dans l'application, je peux traiter ça de manière à ne pas devoir poser cette armature d'effort tranchant. Et je vais vous montrer comment. Je retourne dans l'application. Là, je clique OK. Et encore, il y a encore un élément qui était en rouge. Du coup, c'est pour ça qu'il me dit que certaines vérifications ne sont pas satisfaites. Dès qu'il y en a un qui est pas bon, il me reste comme ça. En dalle de SAS, je vais aller dans le groupe dalle de SAS. J'ajuste juste ici l'armature de flexion. Voilà. On retrouve ici la valeur de calcul de l'effort tranchant, 591, qui est la valeur aussi qu'on a dans Axis ici. 590. Et donc on sait que c'est là, que c'est sur ce segment de section-là, et que c'est OK de dire que c'est trop grand, c'est pas une valeur qui est raisonnable pour mon dimensionnement. Et dans ce cas-là, je peux dire, OK, je choisis une valeur personnalisée. Et ici, il me demande quelle valeur je veux. Je vais dire 430. Et il va me demander pourquoi. Il va me demander de justifier parce que ça va rentrer en compte dans le rapport après.
et l'ingénieur qui vérifie le rapport, il pourra voir que c'est pas une valeur qui a été calculée par Axis, c'est une valeur qui a été ajustée manuellement et il pourra voir la justification. Je mets ici clic du A au calcul linéaire. Voilà. Et c'est bon. Et du coup, ici, c'est en vert. Et il me dit que c'est bon. Il m'enlève cette vérification de la liste des vérifications qui sont pas OK. Ici, c'est la même idée. Maintenant, je vais juste rajouter l'armature d'effort tranchant pour pouvoir continuer le dimensionnement. Donc, vous avez vu, en fait, tous les résultats qu'on voit dans les groupes, on peut les retrouver dans Axis directement en ouvrant, en fait, en affichant les segments de section ou en affichant les isosurfaces 2D ici. Je peux retrouver mes moments MX, MY dans toutes les couches, pour toutes les barres d'armature. Tout ce que je trouve dans ITC, je peux le retrouver ici. En gros. Et maintenant, il me suffit de parcourir chaque groupe et définir les armatures pour que je puisse générer mon rapport. Ici, j'ai encore ici, c'est en guise d'exemple. J'augmente juste de manière à ce que la vérification à la flexion soit satisfaite. Je suis très consciente que dans un cas de projet réel, on ferait pas ça comme ça, mais on regarderait de manière à avoir une armature cohérente et aussi pour les liaisons. Et c'est juste un exemple pour montrer comment l'application marche et comment utiliser. Ici aussi, il faut poser de l'armature de flexion. OK. Radier du SAS. Liaison vérification à la flexion, liaison radiée abri. C'est tout bon. C'était rapide. Mur du SAS, je vous l'ai dit avant, pas besoin de faire de vérification par le calcul. Pour les murs extérieurs, il me dit ici tout ce qui va pas, il me dit déjà, donc je peux tout de suite aller voir. Mur extérieur à l'intérieur du bâtiment. Chaque fois, c'est la même démarche, vous voyez. Au bout d'un moment, ça devient rapide. Mur intermédiaire, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Pas besoin de faire de vérification par le calcul. Et je vais encore juste ajuster ce qui manque dans l'abri pour avoir aussi la vérification qui est satisfaite. C'était vérification à l'effort tranchant d'Alsace. Et on est bon. Ma vérification est partout satisfaite. Maintenant, c'est tout bon. Je peux aller dans générer le rapport, cliquer là-dessus. Et ici, entrer les informations pour qu'il puisse générer le rapport. Pardon. Donc ici, je rentre l'auteur, Gabriel Muller. Voilà, le projet, il reprend le nom du modèle Axis. Je peux entrer le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, dans ce cas-là, c'est moi aussi. Ça, c'est pour la page de garde. Et maintenant, pour les dispositions et pour la manière dont le rapport va être présenté, je dois choisir d'abord si je veux qu'il montre les résultats en isoligne ou isosurface. Peut-être isoligne, c'est plus pratique si j'imprime le rapport. Isosurface, c'est peut-être plus facile si je l'envoie par email. À vous de voir. Et ici, les images en pièces jointes.
je choisis soit si je veux en mettre aucune. Et ici, seulement pour les éléments critiques, ça c'est si on a travaillé avec des groupes, comme c'est le cas pour moi. Et si je veux juste qu'ils montrent les résultats de l'élément du groupe qui a été critique pour mon dimensionnement. C'est ce que je vais laisser. Et si je veux les faire toutes, vous voyez déjà le nombre d'images, il change beaucoup. Entre uniquement pour les éléments critiques, on est à 100. Et pour toutes, on est à 170. Donc voilà. Ça fait vite beaucoup de pages et de pages pour le rapport. Ici encore, j'ai la possibilité de mettre des annexes pour les vérifications additionnelles, comme par exemple la vérification du poinçonnement pour les angles entrants, qui n'est pas fait par l'application, ou d'autres vérifications que vous voulez faire. Et pour avoir une consistance dans le rapport, il va mettre une page de garde avec vérification additionnelle et vous pourrez les rajouter dans le rapport. Et ici, j'ai encore l'annexe, si je veux une annexe pour les plans d'armature, pareil, c'est juste pour avoir une cohérence dans le rapport et vous permettre de mettre tout ensemble. Ici, je peux encore faire entre guillemets une photo si je veux rajouter des résultats un peu spéciaux ou des phénomènes un peu spéciaux que j'ai dans mon dimensionnement d'abri, je peux faire une photo d'Axis et ces résultats seront inclus dans le rapport. Je vais laisser ça comme ça. Normalement, maintenant je clique sur OK et en quelques minutes il m'a généré un rapport vu que j'ai un abri assez petit. Je vais pas le faire juste parce que ça prend du temps et que je vais vous montrer à quoi ressemble le rapport une fois qu'il a été généré. Donc voilà, c'est la page de garde avec mon titre. Toutes les informations que je lui ai données dans mes paramètres de rapport. Ici, on voit aussi le modèle avec lequel ça a été créé. Ça peut être important, modèle et aussi la date. Ça peut être important pour le suivi. Et maintenant, j'ai la table des matières avec les réglages de base, la petite introduction, les actions. Et après, j'ai le dimensionnement de chacun de mes groupes. Et comme je vous ai dit, chaque groupe est dimensionné de la même manière. Et il me donne aussi les éléments qui sont critiques. Et tout à la fin, j'ai encore les annexes. Voilà, je parcours rapidement le rapport pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, j'ai les réglages de base, le type de la version du logiciel, etc. Les matériaux. Ici, les propriétés du terrain de fondation. Après, j'ai tout ce qui est cas de charge. Ici, vous voyez, parfois, c'est difficilement lisible. Du coup, c'est possible, quand vous générez le rapport, d'entrer des petits commentaires. Par exemple, ici, j'ai mis mur du SAS, onde de choc 2, cette valeur-là, parce que c'est difficilement lisible. Malheureusement, on peut pas toujours tout bien lire. Donc, ici, vous pouvez, sous chaque image, dans le rapport, une fois que vous avez généré le rapport, il y a la possibilité de rajouter des petits commentaires pour l'ingénieur qui vérifie l'abri. Voilà, toutes les photos. Après, toutes les combinaisons de charges, tout est noté, tout est documenté. Et maintenant, on passe au dimensionnement des éléments, des groupes. Donc ici, dans l'abri, il me fait un récapitulatif de l'armature et il me fait la vérification du dimensionnement. Ici, pour chaque couche, donc c'est satisfait. Pour la flexion, c'est tout bon. Maintenant, pour les forts tranchants, c'est ce que je vous disais avant. C'est non satisfait si on n'a pas d'armature des forts tranchants. Mais il me donne aussi, pour chaque élément du groupe, il me donne, ici on voit tout de suite sur quelle largeur je dois poser l'armature des forts tranchants. Et il me dit aussi pour chaque élément, il me dit l'armature de cisaillement nécessaire si pour les zones en fait où les forts tranchants est plus grand qu'une certaine valeur. Voilà, dalle de SAS, etc. C'est toujours la même chose. On fait toujours la vérification à la flexion et après à l'effort tranchant avec les zones où l'armature n'est pas satisfaite. Ici, vous voyez, ça c'est la dalle pour laquelle j'ai fait une modification en plus. La VED a été adaptée manuellement. C'est une valeur pic due au calcul linéaire élastique, donc on voit que c'est pas une valeur qui a été calculée par Axis, mais c'est une valeur que moi j'ai rentrée comme ça. Voilà, ça continue.
continue. Mur de SAS, mur extérieur. Et après, il y a les images qui sont les annexes des résultats. Ce sont ce que je vous disais toujours tout à l'heure, les éléments critiques de mon groupe en question. Il sort ici les moments MX, le moment de dimensionnement X+, X-, pour chaque couche d'armature. Il me sort ça comme documentation, comme ça après on peut aller relire dans le rapport pour voir les résultats. Voilà, ouais, ça fait vite beaucoup d'images, mais c'est important et c'est utile pour la documentation. Et ça, ici encore, si on veut mettre des dessins additionnels, par exemple, ici, si je veux faire un dessin avec les réactions d'appui en RZ, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la photo, je peux faire ça. Et ici, vérification additionnelle, la page vide et les plans d'armature pour vous, pour mettre dans le rapport. On est arrivé au bout de cette présentation sur l'application ITC. J'espère avoir pu vous motiver à travailler avec cette application. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions ou des questions techniques ou des questions plutôt sur comment utiliser, à qui c'est destiné, comment. N'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. Et j'en profite pour vous inviter aussi à notre prochain webinaire qui lui sera vraiment sur Axis VM, sur le thème de la documentation des résultats et qui aura lieu le mardi 26 septembre prochain à 14h15. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir, bonne journée.